Aujourd'hui, la forme est pas vraiment là. Une semaine qu'on n'a pas eu de soleil à Paris. Je ne touche pas terre. Le temps passe vite. Et j'ai parfois l'impression de sortir de moi-même. C'est le moment de parler d'Orlando. Orlando, c'est un roman de Virginia Woolf que je voulais lire depuis assez longtemps. Comme tout Virginia Woolf, et chaque lecture est un enchantement. Ce qui explique aussi pourquoi je mets autant de temps à le lire. Et pourquoi aussi, non seulement je vais mettre du temps, mais il y a des lectures que j'inachève, que je repousse, que je reporte, que j'interromps. Exactement comme quand j'ai vu le... Pas daguerréotype que j'ai adoré, mais c'est Dite Cariati d'Agnès Varda, qui est pourtant un petit film de commande. Hein. Je crois que c'était pour France 3, quelque chose comme ça. Et ça m'a semblé tellement beau que ça en était insupportable, mais je n'ai jamais vu ce court-métrage en entier parce que le choc était trop fort. C'est ce que ça me fait un peu avec Trois Guinées, que je n'arrête pas de recommencer, de reprendre, et qui m'enchante à chaque fois. Mais c'est un peu comme quand Renan dit de Hegel que c'est un thé noir dont il ne faut pas mâcher les feuilles. Il y a encore la remarque, la comparaison, la métaphore, chez Renan n'est pas exactement positive. Mais chez Woolf, il y a quelque chose de l'ordre de... Peut-être pas ni enchantement ni extase, mais la force de Woolf, et c'est une force qui est très paradoxale, donc je vais essayer de dire quelques mots qui ne seront que des évidences, hein, qui me sidère et qui me tétanise à chaque fois. Bon, là, j'ai pris Orlando, alors que j'ai lu peu de romans de Woolf, donc j'ai lu Flush, j'avais feuilleté Mrs. Dalloway, mais je l'ai jamais fini. Des textes théoriques, et à chaque fois, boum, une chambre à soi. C'est un des textes que je relis le plus, une chambre à soi, concrètement. Et puis, je peux pas juste lire une page, en fait, d'une chambre à soi, mais je ne peux pas non plus le lire complètement en entier. On est sur quelque chose comme ça d'extrêmement compliqué. Beaucoup de nouvelles, j'en avais déjà parlé. Peu de romans. Très peu de romans. Et peut-être Orlando est-il le premier roman après Flush, que j'ai fini. Flush est quand même un roman, même s'il est plus court. Ultérieur, me semble-t-il. Et là, bon, on est sur ces questionnements. Alors, Jeanne Cousseau m'a, avec une très grande justesse et beaucoup d'amour, dit, mais Azélie, Woolf, c'est quand même vraiment bien, quoi. Et m'a réaiguillée sur cette piste, et mes travaux personnels m'amènent, on l'a vu la semaine dernière avec Sphinx d'Angareta, à aller chercher des romans qui parlent de genre et surtout qui vont en parler d'une façon qui ne correspond pas au genre. Évidemment, Orlando est idoine pour cette question, parce que Orlando peut être approché, mais ça me semble être une vision réductrice du roman, mais en tout cas, on peut y trouver, et c'est précieux, quelque chose de l'ordre de la transidentité. De ce qu'on appelle, oh, j'ai oublié le nom de la personne qui a fait le livre, être transfuge de sexe, comme il y a des transfuges de classe, avec ce phénomène donc de passer d'un sexe ou d'un genre à l'autre. Woolf va dire un sexe, mais voilà, Orlando c'est 1928, le vocabulaire, la conceptualisation aussi de la séparation sexe-genre n'est pas vraiment établie, et on le sait, elle est aussi très complexe à établir. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une limite, globalement entre nature-culture, est important. Mais elle est où la limite? Et là, les choses sont souvent en détail plus nébuleuses, ce qui ne veut pas dire que la binarité, le dyadisme, la séparation masculin-féminin soient elles-mêmes très tranchées. Évidemment que non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce bordel conceptuel, de comment ça va se passer. Donc je l'ai lu en cherchant un roman sur le genre, parce que je savais à peu près le synopsis. Orlando, si on résume, est un jeune homme d'assez grande famille, de haute famille anglaise, et qui vit des choses. Alors, on va le dire comme ça, parce que je n'ai pas ce détail de ces choses-là. Voilà pourquoi si la semaine est difficile, je suis malade comme un chien. Et les chiens ne méritent pas d'être si malades.
C'est-à-dire que des choses, donc notamment une très belle histoire d'amour avec Sacha. Très important, Orlando écrit et veut écrire. Et Orlando, qui devient ambassadeur pour la couronne d'Angleterre, part. Il me semble que c'est Istanbul, Moyen-Orient en tout cas. En Orient. Et se réveille un jour en femme. Et la suite du roman, avais-je compris, disait très simplement qu'Orlando était une femme et sans plus en parler. Non, on en parle beaucoup plus que ça, parce que ça n'est pas sans incidence. Alors, je pensais que c'était un roman sur le genre, et effectivement, ça l'est, très clairement. On va explorer un peu ça. Alors, je vais noter quelques pages, mais en fait, j'ai pris des photos des choses qui m'ont plu. Tiens, j'ai pas lu la préface. Qui cette préface? Est-ce qu'il y a du traducteur Charles Moron? Non, Diane de Margerie. Je le montre quand même. Orlando. Traduit par Charles Moron. Et là, on est au livre de poche. Je sais plus de quelle édition il s'agit dans ce cas-là. Quelle année quoi? J'ai acheté d'occasion. Stock. Traduit de l'anglais 1928-1974. Intéressant. 74. Les remerciements sont déjà ironiques. Et en fait, ça va commencer cette question, sexe, genre, identité, dès le début. Il, car son sexe n'était pas douteux, quoique la mode du temps fît quelque chose pour le déguiser, faisait siffler son épée à coups de taille contre une tête de mort qui, pendue aux poutres, oscillait. Elle avait la couleur d'un vieux ballon. Elle en aurait eu plus ou moins la forme sans ses joues avalées, et une ou deux touffes de cheveux rudes et secs, comme la tignasse d'une noix de coco. Le père d'Orlando, ou peut-être son grand-père, l'avait décollé des épaules d'un énorme fidèle surgi soudain au clair de lune, dans les champs barbares d'Afrique. Et voici que doucement, sans arrêt, dans la brise qui soufflait toujours par les greniers de cette maison géante, elle oscillait sous le toit du lord qui l'avait tranché. Les aïeux d'Orlando avaient chevauché par des champs d'asphodèles, et des champs pierreux, et des champs encore, arrosés d'étranges rivières. Ils avaient décollé de maintes épaules, maintes têtes de maintes couleurs, et les avaient rapportés pour les suspendre aux poutres de leur toit. Ainsi ferait Orlando, jurait-il. Mais comme il n'avait que 16 ans, et qu'il était trop jeune pour accompagner les autres dans leurs chevauchées d'Afrique ou de France, il se contentait d'échapper à sa mère et aux pans du jardin, de monter en son grenier et là, d'estoquer, tailler et trancher l'air à grands coups de sa lame sifflante. Quelquefois, il coupait la corde qui retenait la tête, elle rebondissait sur le sol. Il devait la rependre, et, chevaleresque, attaché presque hors de portée, cet ennemi dont les lèvres desséchées et noires grimaçaient alors un sourire de triomphe. La tête ballante oscillait, car ces greniers où Orlando avait élu domicile étaient au sommet d'une maison si vaste que le vent lui-même y semblait pris au piège, soufflant d'ici, soufflant de là, hiver comme été. La tapisserie verte, celle qui représentait une chasse, sans cesse ondulait dans la brise. Les aïeux d'Orlando avaient été nobles dès leur apparition dans le monde. Ils étaient issus des brouillards nordiques avec des couronnes sur leur tête. Ces zébrures d'ombre dans la pièce et ces jaunes étangs en damier sur le sol, ne venaient-ils pas du soleil traversant une ample cotte d'armes sur le vitrail de la fenêtre? Orlando se dressait maintenant dans le jaune d'un léopard héraldique. Lorsqu'il posa la main sur la poignée de la fenêtre pour l'ouvrir, à l'instant, elle se colora de rouge, de jaune et de bleu, comme une aile de papillon. Ceux qui aiment les symboles et se plaisent à les déchiffrer auraient pu alors observer que si les jambes élégantes, la taille bien prise, les épaules fermes d'Orlando étaient toutes diaprées de lumière héraldique, son visage, lorsqu'il ouvrit largement la fenêtre, ne fut éclairé que par le soleil. On aurait su trouver visage à la fois plus grandide et plus sombre. Heureuse la mère qui porte un tel être, plus heureux encore le biographe qui raconte sa vie.
L'une n'aura jamais à s'affliger, ni l'autre à demander le secours du romancier ou du poète. De haut fait en haut fait, de gloire en gloire, de charge en charge, le héros doit aller toujours, son scribe suivant jusqu'au siège suprême, si haut placé soit-il, ou tant de leurs désirs communs. À voir Orlando, on le devinait taillé précisément pour une telle carrière. L'incarnat de ses joues était voilé par un duvet de pêche, et le duvet de sa lèvre était à peine plus épais que le duvet de sa joue. Ses lèvres elles-mêmes, courtes, se retroussaient légèrement sur des dents d'une exquise blancheur d'amande. Son nez était d'une seule courbe, tel le vol court étendu d'une flèche. Sa chevelure était sombre, ses oreilles petites, étroitement appliquées contre la tête. Mais hélas, pourquoi faut-il à ce répertoire de tendre beauté ajouter encore le front et les yeux? Hélas, pourquoi n'est-il si rarement des hommes qui en soient pourvus? En effet, au premier coup d'œil jeté sur Orlando à sa fenêtre, il nous faut admettre qu'il avait des yeux comme des violettes trempées, de grands yeux que l'eau semblait emplir et dilater encore, et que son front, entre les deux médaillons vides de ses tempes, avait le renflement d'un grand dôme de marbre. Ainsi, au premier coup d'œil sur ses yeux, sur son front, nous nous mettons à poétiser. Ainsi, au premier coup d'œil sur ses yeux, sur son front, il nous faut admettre 1000 choses fâcheuses que tout bon biographe s'efforce d'ignorer. Par les yeux entraient en Orlando des spectacles perturbateurs, par exemple sa mère, une très belle dame vêtue de vert, qui s'en allait nourrir ses paons, accompagnée de Twitchette sa suivante. Des spectacles qui l'enthousiasmaient, les oiseaux et les arbres, qui le rendaient amoureux de la mort, le ciel crépusculaire ou le retour des freux. Et ainsi, montant par la spirale de l'escalier jusque dans son cerveau, qui était des plus vastes, tous ces spectacles et les bruits du jardin aussi, le choc du marteau, les coups d'une hache, instauraient ces désordres et ces émeutes des passions et des mouvements que tout bon biographe déteste. Mais poursuivons. Orlando lentement rentra la tête, s'assit devant une table et, avec l'air à demi conscient des hommes en train de faire ce qu'ils font à cette heure tous les jours de leur vie, prit un cahier intitulé Hesselberg, tragédie en 5 actes, et plongea dans l'encre une vieille plume d'oie, toute tachée. On va rester là pour un incipit. Ça me fait déjà 4 pages, 3 ou 4 pages. Bon, la beauté, la finesse et l'androgyna d'Orlando apparaissent dès le début, et avec évidemment cette ironie d'emblée que de son sexe il n'y a pas à douter, ce qui fonctionne exactement comme ce que l'on appelle un fusil de Tchekhov. S'il y a un fusil, c'est bien qu'il va falloir s'en servir. Si l'on parle de ce doute, c'est bien que doute il va y avoir. À partir de là, oui, quelque chose se met en place qui va construire le portrait d'Orlando. Là, on est à peu près au XVIe siècle sous Élisabeth. Un portrait qui est un portrait physique, mais aussi spatial, parce qu'on voit déjà l'importance de la maison, et cette maison elle-même est symbole, emblème d'un autre portrait qui va être celui de la lignée. Et ça, c'est extrêmement important, puisque l'espace, le paysage, mais aussi le fait d'appartenir ou non à une lignée, et surtout d'appartenir à une lignée, comme le fait Orlando, va être primordial dans le roman. Orlando, en plus, écrit, et on le voit ici donc dès la fin. À ceci s'ajoute, boum, et c'est là, en fait, on ne peut pas faire des plans en 3 parties sur Virginia Woolf, il en faut au moins 9. La voix biographique, qui se présente comme une voix biographique, qui se refuse à romantiser ou à poétiser, alors même que son sujet va contraindre à la poétisation, tant le sujet est poétique, et que le traitement se présente donc comme factuel. Et cette voix, on va en reparler. Je vais essayer d'être un peu synthétique pour dire toutes ces évidences qui se démultiplient comme cela dès l'incipit. De là, Orlando commence à vivre une vie glorieuse, il est remarqué et il rejoint la cour. Il est promis au plus grand mariage, en même temps c'est qu'il écrit, mais il tombe amoureux de Sacha. Sacha, dans sa première apparition, on ne sait tellement qui c'est, en dehors du fait que Sacha, c'est une silhouette dont il ne sait si c'est un homme
ou une femme. Et Sacha sera une femme. Elle fait partie de la suite russe arrivée en Angleterre à ce moment-là. Et ils vont vivre une histoire passionnelle. Alors la rencontre, l'apparition de Sacha est magnifique, et toute l'histoire d'amour avec Sacha est à pleurer de beauté, avec en même temps toujours cette espèce, c'est pas une ironie, on n'est pas chez Flaubert. On a de l'ironie, mais elle est beaucoup moins dissolvante, et en même temps elle est plus détachée que chez Flaubert. Parce que j'ai comme l'impression que Flaubert a besoin d'être méchant, et on le sait depuis au moins le Dewey de Malcolm, c'est pas gentil d'être méchant. Mais l'ironie de Woolf, c'est une ironie du détachement, qui ne va pas décomposer, détruire, mais qui s'amuse. Beaucoup plus, en fait, par ce détachement. Et cette ironie, elle porte aussi beaucoup. Ce détachement, il apparaît, il va imbiber le récit par cette espèce de mise en scène de la voix narrative qui va structurer le roman. C'est-à-dire que le sujet est d'emblée commenté. Il n'y a pas lieu d'en douter. Mais qui se pose ce doute-là? Qui se pose cette question-là? De là, on en arrive à... donc, le fait de poser une question, même si c'est par prétérition, c'est-à-dire pour ne pas la poser, introduit un grain qui va gripper un peu la mécanique et qui est repris ensuite parce que pourquoi Orlando serait-il un mauvais sujet de biographie puisqu'il est un bon sujet de poème? En ce cas, pourquoi faire la biographie d'Orlando? Et ça va mettre en place, en fait, tout un dispositif de factualité ou d'authenticité du récit, qui va passer notamment, surtout pour tout l'épisode, on va dire, turc, par la consultation de pièces et d'archives qui auront été partiellement brûlées et dont on ne sait donc pas grand-chose. Mais du biographe ou de la biographe, en tout cas de la voix biographique, on ne sait rien. On ne sait pas ce qui s'en passe. Et pourquoi faire cette biographie? On sait juste que c'est cette biographie qui va porter la voix. Enfin, que c'est cette voix biographique qui va porter le récit, exactement. Et qui va donc ramener à ces moments d'authenticité, de discussion, parfois d'ironie, qui vont être de plus en plus marqués au fur et à mesure de l'avancée du récit, jusqu'à, dans la partie la plus contemporaine du roman, et je vais expliquer ça dans pas longtemps, des coupures, faute de place. On pourrait le raconter de deux façons différentes, l'une en 60 pages, l'autre en 6 lignes. Je choisis les 6 lignes, regardez, j'ai dépassé. Je caricature à peine. Donc ça, ce sont des choses qui vont donner, en fait, quelque chose de l'ordre, enfin qui fonctionne. C'est vraiment une parodie de la métalepse dans les textes historiens. Et si la métalepse est un facteur de... Alors la métalepse, c'est le franchissement de niveau énonciatif. C'est quand le personnage, par exemple dans La Rose pourpre du Caire, c'est vraiment l'exemple le plus célèbre. Dans DG, on a aussi ça dans Jacques le Fataliste, dans ce genre de roman. Le personnage sort du cadre et va s'adresser, par exemple, au public. Et donc le franchissement des seuils énonciatifs va toujours contenir, de façon plus ou moins explicite, un discours sur l'œuvre, puisque les limites de l'œuvre elles-mêmes sont montrées. Ça, on en a pas mal en bande dessinée. Hein. On a des planches chez Philémon où la planche est représentée. Elle va être découpée, le personnage saute d'une case à l'autre, en s'accrochant au bord de la case, par exemple. C'est ça, des métalepses. Et en fiction, c'est sûr que cela va mettre en avant l'artificialité du récit. J'ai pu démontrer dans ma thèse, et je pense que c'était convaincant à partir de l'exemple de Renan, que si la métalepse est un indice de fictionnalité, pour Gérard Genette, et ça c'est Métalepse, quoi, son livre Métalepse, il n'étudie que des textes de fiction, donc évidemment que cela fonctionne toujours, et tout en citant Michelet, il ne l'étudie pas réellement. Il le prend en exemple, mais il n'en tire pas les conclusions logiques qui devraient, à mon avis, s'imposer,
qui est que ça ne fonctionne pas du tout de la même façon dans un texte de non-fiction, et notamment un texte théorique. À savoir que dans un texte, moi j'étudie donc des textes historiens, d'histoire, qui s'opposent à la fiction, qui sont construits pour ne pas être des fictions, mais racontés réellement. On a, chez Michelet, et puis moi j'ai étudié surtout le cas de Renan, des métalepses qui vont rappeler que l'histoire se raconte, ou en tout cas qu'elle est réellement racontée, mais chez Renan, la métalepse est très rare, et elle apparaît toujours comme un dispositif d'authentification du récit. Par exemple, un témoignage dans une note de bas de page. Pour rapprocher le cas d'une maladie avec délire de la conversion de saint Paul. En plus, le fait de se comparer à saint Paul, c'est quand même intéressant. Mais à ce niveau-là, la métalepse joue non pas comme un indice de fictionnalité, puisqu'au contraire, il s'agit d'attester, de garantir non seulement la Bible, dans le cas de Renan, le récit biblique, mais aussi l'interprétation historienne qu'en fait Renan. C'est-à-dire en excluant le surnaturel, mais en légitimant le fait que Paul, qui deviendra saint Paul, a pu légitimement avoir une interprétation surnaturelle des faits. À ce niveau-là, moi je parle de catalyseur générique. En gros, une métalepse dans une fiction fait que c'est encore plus fictionnel. Une métalepse dans un texte historien va renforcer l'authenticité, puisqu'il va s'agir notamment d'expliquer comment les choses s'écrivent. Et là, chez Woolf, la métalepse, cette voix narrative qui se présente comme une voix biographique et factuelle, elle est structurellement ironique, puisqu'on est dans un récit dont la factualité ne fonctionne pas. D'abord, pour cette question de changement même génital, donc corporel d'Orlando, et je vais lire le passage à un moment, mais aussi parce qu'Orlando a 16 ans sous Élisabeth et en a 36 en 1928, parce qu'Orlando va vivre 4 siècles, au moins, jusqu'à la publication du roman de Virginia Woolf, et en même temps, ne prendre que 20 ans. Ce qui est plutôt rentable comme affaire. Imaginez, cela dit, niveau retraite, ce que ça aurait donné. Manifestation 31. Donc il y a quelque chose qui, au niveau du cadre temporel, est littéralement impossible. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Mais l'art de la transition de Virginia Woolf fait que ça fonctionne très bien, en tant que récit. Mais c'est un récit dont, en le lisant, on va être comme ça dans ce statut très très particulier autour de la métalepse, comme indice de généricité qui devient trompeur du égard aux faits. Alors que tout le reste, les attestations d'archives, notamment, et la mise en avant des lacunes des archives, et donc de l'impossibilité de raconter certains éléments, fonctionne vraiment, parfaitement, pour dire ce qui est, chez Renan, le plus probable, voire pour ne pas dire du tout, par moment, dans ce roman. On y est, c'est là qu'on voit que ça va être compliqué. Donc, est-ce que c'est un roman sur le genre ? Oui. Mais est-ce que c'est un roman qui n'est que sur le genre ? Est-ce que c'est intéressant de se limiter à la question du genre ? Évidemment que non. Mais c'est là où la question du genre, elle me paraît aussi essentielle et aussi intéressante. D'un point de vue, bien sûr, féministe, mais surtout littéraire. C'est pour les possibles créatifs qu'elle ouvre. On revient à Orlando. Donc Orlando, on va lire au moment de ce changement majeur. Si je le retrouve. De toute façon, c'est pas difficile parce qu'on va le voir au pronom. Voilà. Et après, je vais forcément oublier des choses. Il y a tellement d'évidence à dire dans un roman pareil. Donc c'est ça en fait l'espèce d'ironie de Woolf,
c'est de raconter absolument comme si c'était authentique, et sans que ce soit simplement un canular, la vie d'une personne. Je sais pas un androgyne. Un androgyne serait les deux, ou au milieu des deux. Mais d'une personne donc, qui change de sexe, sans même le vouloir, au milieu du récit. Et sans explication. Voilà, c'est ici. Donc moi je suis page 153 de mon édition, et on va boire un peu de tisane, parce que la tisane, c'est bien doux. C'est là, non pas ici. Elles se sont prises par la main, parlent toutes à la fois, en faisant des gestes d'adieu et de désespoir vers le lit où repose Orlando. Au creux des nids et des boudoirs, dans les bureaux ou les cours de justice, que nous retrouverons ceux qui nous aiment, ceux qui nous honorent, vierges, hommes d'affaires, avocats et docteurs, ceux qui interdisent, ceux qui défendent, ceux qui respectent sans savoir pourquoi, qui applaudissent sans comprendre, la tribu, très nombreuse encore, Dieu soit loué. Des gens respectables qui préfèrent ne pas voir, qui désirent ne pas savoir, chérissent l'obscurité. Qui nous vouent un culte fidèle, avec raison d'ailleurs, car nous leur avons donné la richesse, la prospérité, le confort, l'aisance. Nous allons les rejoindre et vous laisser, allons mes sœurs, allons, ce n'est pas ici notre place. Elles sortent précipitamment, en secouant leurs draperies autour de leur tête, comme pour masquer un spectacle qu'elles n'osent pas regarder. Elles sortent en refermant la porte derrière elles. Alors je ne sais plus qui sont elles, pluriel ici, les sœurs, les 3 sœurs qui jettent leur voile. Enfin, c'est tout un moment au milieu d'une fête, si je me souviens bien. Ah, c'est après l'immense léthargie d'Orlando. Il dort une semaine. Et tout le monde le laisse dormir. On va quand même lire ce passage, page 150. Et voici qu'à nouveau l'obscurité descend, plutôt ciel qu'elle fut plus profonde encore. Plutôt ciel, osons-nous souhaiter tout bas, qu'elle fût assez profonde pour nous empêcher de rien voir à travers son opacité. Que nous puissions ici prendre la plume et tracer le mot « fin » au bas de cette page, ce qui à mon avis est aussi une allusion comique et même grivoise à la fin du voyage sentimental de Laurence Sterne, où le mot « fin » va aussi dire « bout » qui va désigner un sexe masculin. Que nous puissions épargner au lecteur ce qui va suivre, lui confier sans plus, Orlando mourut, on le mit en terre. Hélas, la vérité, la franchise et l'honnêteté, déesses austères, toujours de quart, toujours de garde devant l'écritoire du biographe, crient non. En bouchant d'un seul geste leur trompette d'argent, tac tac, elles clament la vérité, et de nouveau elles entonnent la vérité, et unissant une 3e fois à leur souffle, elles tonitruent la vérité, et rien que la vérité. Sur quoi, Dieu soit loué, ceci nous donne le temps de souffler doucement, les portes s'entr'ouvrent, comme mues par l'haleine du plus doux, du plus saint des zéphyrs, et 3 personnages font leur entrée. Voici d'abord Notre-Dame de Pureté. Son front est ceint de bandelettes tissées de la plus blanche laine anuline. Sa chevelure est une avalanche de laine légère, et dans sa main repose, confiante, la blanche plume d'une oie vierge. Derrière elle, mais d'un pas plus ferme et plus noble, s'avance Notre-Dame de chasteté. Son front porte tour d'immobile flamme, un diadème de glaçons. Ses yeux ont la pureté des étoiles, le contact de ses doigts vous gèle jusqu'aux os. Sur ses talons, timides et cherchant un refuge dans l'ombre de ses sœurs plus fortes, s'avance Notre-Dame de modestie, la plus fragile et la plus belle. On devine de son visage ce qu'on devine de la lune lorsqu'on son jeune et fin croissant transparaît parmi les nuées. Toutes 3 marchent vers le centre de la pièce où Orlando, toujours endormi, repose. Et avec des gestes qui implorent et ordonnent à la fois, Notre-Dame de Pureté parle la première sur le sommeil du fan
Je veille, la neige m'est chère, la lune levante et la mer au reflet d'argent. Du pan de ma robe, je couvre les œufs de poule mouchetées, les conques striées de la mer. Je recouvre vice et misère. Sur toute vie fragile ou sinistre ou douteuse, mon voile apitoyé descend. Ne parlez pas, n'arrachez pas les voiles, arrêtez de grâce, arrêtez. Mais les trompettes tonitruent. Arrière, pureté ou pureté recule, etc. Et en fait, c'est une reprise des 3 fées, des contes de fées, mais en même temps orientalisés, puisque on est en Turquie. Et qu'en fait, beaucoup des textes, et ça on va y revenir, sont des pastiches. Alors on a donc ces 3 dames qui finalement partent. On en était là, elles sortent précipitamment en secouant leur draperie autour de leur tête comme pour masquer un spectacle qu'elles n'osent pas regarder. La fameuse vérité sortant du puits, hein. Elles sortent en refermant la porte derrière elles. Nous voici donc entièrement seuls dans la pièce avec Orlando endormi et les trompettes. Les trompettes, après s'être mises sur un seul rang, gonflant leurs joues, rugissent « La vérité !» À ce bruit, Orlando s'éveilla. Il s'étira, il se leva. Il apparut dans une nudité totale. Et, dans le tintamarre des trompettes, hurlant « Vérité, vérité, vérité !» Force nous est d'en faire l'aveu, c'était une femme. Ligne de point de suspension. Le son des trompettes s'éloigna, mourut. Orlando, dans une nudité complète, demeurait immobile. Jamais depuis le commencement du monde, on ne vit mortel aussi ravissant. Ses formes, alliées à la force d'un homme, la grâce d'une femme, tandis qu'il restait debout sans un geste. Les trompettes d'argent prolongeaient leurs dernières notes, comme au regret d'abandonner le charmant tableau que leur clameur avait fait naître. Et les 3 sœurs, chasteté, pureté, modestie, ayant, sur le conseil sans doute de curiosité, entrebâillé la porte et risqué un coup d'œil, lancèrent vers la forme nue une serviette protectrice qui, par malheur, manqua le but de plusieurs pouces. Parce que ça, les gaffes, c'est un truc permanent chez Woolf et très drôle. Il y a toujours plein de gags comme ça. D'avoir cette espèce d'allégorie super fait qui lance une serviette, parce que justement elles sont prudes, mais qui est en plus une serviette qui va tomber par terre. C'est là où cette espèce de dissonance permanente dans les registres et dans les dispositifs fait que on est dedans et on peut pas y être, parce que c'est drôle en même temps. Enfin, Orlando, s'étant considéré des pieds à la tête dans un haut miroir, sans le moindre trouble apparent, s'enfuit probablement prendre son bain. Et on voit qu'il est donc possible de représenter un personnage donc féminin, en plus dans un moment d'immense trouble corporel, et ne pas avoir un portrait super érotisant, ultra kitsch, hein, comme on en a tant et tant dans des romans vraiment paresseux. Et vraiment, la paresse en écriture, je dis pas que je ne le fais pas, mais c'est vraiment le plus grand des défauts. Profitons de cet arrêt dans notre récit pour insister sur quelques faits. Orlando était devenu femme. Inutile de le nier. Mais, pour le reste, à tous égards, il demeurait le même Orlando. Il avait, en changeant de sexe, changé sans doute d'avenir, mais non de personnalité. Les 2 visages d'Orlando, avant et après, sont, comme les portraits le prouvent, identiques. Il pouvait, mais désormais par convention, nous devons dire elle au lieu de il, par convention. Elle pouvait donc, dans son souvenir, remonter sans obstacle tout le cours de sa vie passée. Une légère brume, peut-être, en noyait les contours comme si, dans le clair étang de la mémoire, quelques gouttes sombres se fussent diffusées. Certaines apparences en étaient plus obscures, mais c'était tout. Il semble que la métamorphose ait été indolore, complète et si bien réussie qu'Orlando, elle-même, n'en fut pas surprise. Partant de là, de nombreux savants, persuadés d'ailleurs qu'un changement de sexe serait contre nature, se sont donné beaucoup de mal pour prouver, premièrement, qu'Orlando avait toujours été une femme, ou, deuxièmement, qu'Orlando n'avait pas cessé d'être un homme. Laissons biologistes et psychologues décider de ce cas. Quant à nous, les faits nous suffisent. Orlando fut un homme jusqu'à l'âge de 30 ans. À ce moment, il devint femme et il est resté depuis.
On va lire encore un paragraphe. Que d'autres plumes, cependant, traitent du sexe et de la sexualité. Nous abandonnons, pour notre part, aussitôt que possible, des sujets aussi odieux. Orlando, ayant fait sa toilette, revêtit la veste et les pantalons turcs qui conviennent indifféremment aux deux sexes. Alors elle fut contrainte de considérer sa position précaire et embarrassante au dernier point, comme en conviendra le lecteur qui a suivi avec sympathie le cours de cette histoire. Jeune, noble, belle, Orlando se trouvait à son réveil dans une situation on ne peut plus délicate pour une jeune dame de sa qualité. Nous n'aurions pas songé à la blâmer si elle avait, à cet instant, sonné, hurlé, perdu l'essence. Mais Orlando ne montra aucun de ces signes de trouble. Elle fit preuve, au contraire, dans tous ses actes, d'un calcul si délibéré qu'on aurait pu y voir en vérité l'indice d'une préméditation. Tout d'abord, elle examina soigneusement les paperasses de la table, tria des feuilles où des vers semblaient tracés, et les enfouit dans son sein. Puis elle appela son slougui, qui, à demi-mort de faim, n'avait jamais quitté le pied de son lit ces jours derniers, lui donna quelque nourriture et la peigna. Puis elle passa une paire de pistolets à sa ceinture, et enfin enroula autour de son corps plusieurs rangs d'émeraudes et de perles du plus bel Orient qui avaient fait partie de sa garde-robe d'ambassadeur. Ceci fait, elle se pencha à la fenêtre, siffla doucement une seule fois, descendit l'escalier aux marches rompues, tachées de sang, que jonchaient maintenant, outre le contenu des corbeilles à papier, tous les traités, dépêches, sceaux, bâtons de cire, etc. de l'ambassade, et sortit ainsi dans la cour. Là, juché sur un âne, à l'ombre d'un figuier géant, un vieux bohémien attendait. Il tenait un second baudet par la bride, Orlando leur fourcha, et dans cet équipage, avec un chien maigre pour suite, un âne pour monture, un bohémien pour compagnon, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à la cour du sultan quitta Constantinople. Et donc ensuite, on va voir la vie de bohémienne d'Orlando. Quelques remarques. L'ironie vis-à-vis des savoirs institutionnels institués. Et on s'en fout, c'est pas le propos. Extrêmement important. Et ça va amener, ça peut rejoindre quelque chose de l'ordre d'une suspension d'incrédulité, tout en ressemblant à un scrupule scientifique. Extrêmement fort. Ensuite, un état de fait qui va amener, non pas un changement de personnalité, mais un changement d'avenir. Et là, on retrouve bien une chambre à soie, 3 guinées. Et on va avoir ces éléments-là ensuite, qui sont assez drôles, sur Orlando qui se rend bien compte que sa situation ne lui permet plus les mêmes choses, que Orlando ne peut donc plus porter les mêmes vêtements, ne peut plus non plus avoir les mêmes libertés. Et qui va donc performer la féminité. En tout cas, se contraindre à ces normes sociales. Et c'est là que la temporalité du roman est essentielle. Parce qu'Orlando va vivre encore 2 siècles, au moins. Et donc traverser le XIXe siècle comme un siècle désagréable, évidemment, pour notamment les femmes, mais globalement pour le célibat et la liberté, toute émancipation. Et cela permet, si on est vraiment dans une perspective d'histoire du genre, de montrer la conscience et la façon dont Woolf partage ce qui est de l'ordre finalement de la relativité des normes de genre et de la simplicité d'être de l'un ou l'autre genre. Alors non pas de l'égalité ou de la relativité entre ces genres, mais en fait, le genre va plutôt être le moule, mais un moule extérieur à un peu la personnalité, les pratiques, la vie d'Orlando. Mais ce n'est pas cela qui va façonner la personnalité profonde d'Orlando, c'est seulement cela qui va l'entraver, l'empêcher, et comme Orlando est extrêmement riche, ses entraves sont très relatives. D'ailleurs, quelques remarques sur l'Incipit. Là, on peut avoir aussi quelque chose que l'on va retrouver ensuite, donc sur cette tête de mort noire,
qui est battu au début, qui ne fait pas d'Orlando un personnage, on va dire, safe, si on va employer un vocabulaire courant. Orlando est bien un rejeton de sa dynastie et de l'Angleterre tout entière. En tant que descendant de colonisateurs exterminateurs, et qui revendique cet héritage, et qui finalement va le poursuivre en devenant ambassadeur en Turquie. Mais cet héritage, il finit finalement moqué par la vie chez les Bohémiens, puisqu'à un moment, Orlando va se vanter d'avoir une famille qui remonte à plusieurs siècles, et les autres ont un peu pitié pour lui, parce que eux, leur famille remonte à plusieurs millénaires. Et donc finalement, les premiers seront les derniers, la relativité du haut lignage, et elle est aussi mise à bas, est ramenée à ces colonisations sauvages pour les aïeux, diplomatiques pour le Orlando lui-même, à ce moment-là. Même si ça c'est quelque chose dont Orlando va aussi se séparer ensuite, enfin va se détacher. On y est ? Donc là, hop, il y a une petite dimension où le début a l'air d'être très raciste, mais finalement, ce que l'on peut en dire, à mon avis, tirerait plutôt du côté de l'antiracisme et de l'anticolonialisme, mais encore plus de la vanité. Je pense que l'analyse psychologique prend quand même le pas sur l'analyse politique chez Woolf, s'il faut faire des hiérarchies. Faut-il faire des hiérarchies ? Je pense pas. Mais en tout cas, l'effet de cette dimension politique sur la psyché, c'est la vanité absolue. Une vanité qui n'a aucun sens. Alors il y avait d'autres passages qui me plaisaient énormément, notamment donc, sur ce 19e siècle. Ah ben la crinoline est absolument abominable. Pour Orlando, qui finit par la porter. Alors, est-ce que je vais trouver... Ah oui, voilà, ça c'est vraiment un moment important. Page 238. Rendre un compte exact et minutieux de la vie d'Orlando à cette époque devient de plus en plus malaisé. Toujours la voie biographique. C'est des moments de synthèse comme ça, qui vont être des moments d'action, qui structurent, encadrent le roman, et qui en même temps le décadrent en permanence. En vain nous fouillons l'ombre, en vain nous tâtonnons dans les cours mal éclairées, mal pavées, mal aérées que l'on trouvait alors aux environs de Gerrard Street et de Drury Lane. Je suis sûr que je le prononce mal. Si parfois nous croyons voir passer Orlando, c'est pour la reperdre aussitôt. Les difficultés sont encore accrues par le fait qu'elle prit à ce moment l'habitude de changer d'habit suivant qu'elle jugeait commode de paraître homme ou femme. C'est ainsi qu'elle est souvent mentionnée dans les mémoires de l'époque sous le nom de Lord Untel, qui en fait était son cousin. On lui attribue les traits de générosité d'Orlando et jusqu'à ses poèmes. Il ne semble pas qu'elle ait éprouvé la moindre difficulté à jouer ces différents rôles. En fait, la nature de son sexe changeait plus fréquemment que ne peuvent l'imaginer ceux qui ont toujours porté un seul genre d'habit. Il est très certain qu'elle récolta ainsi double moisson. Les plaisirs de la vie furent accrus pour elle et ses expériences multipliées. Elle échangeait contre la rigueur des pantalons la séduction des jupons et connaissait la joie d'être aimée des deux sexes également. Et donc après là on va avoir tout un descriptif de journée d'Orlando. C'était pas tellement ce moment-là que je voulais... Alors je crois que je l'avais photographié. Parce que là en ce moment je prends pas de notes, mais je photographie les pages pour gagner du temps, tout simplement. Alors, est-ce que je l'ai le triste 19e. Ah, c'est là que ça va devenir important. Non, je ne l'ai pas noté celui-là. En tout cas, bon, le 19e devient un moment vraiment de contrainte. Ben, ce passage-là, je l'avais noté. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire aussi ? Bon, ça nous parle de la relativité des genres. À partir d'un personnage présenté comme le sujet d'une biographie, donc factuelle, sans que jamais il n'y ait aucune
mention de l'étrangeté de cette quasi-éternité. D'ailleurs, Orlando ne fête pas son anniversaire, ce qui est quand même bien bizarre. Et ça va permettre à Orlando de passer les siècles. Et on va se rappeler ce que faisait Orlando à 16 ans. Orlando écrivait. Et cette écriture, elle va suivre aussi des étapes qui sont liées finalement plus au temps et aux fréquentations d'Orlando, qui cherche à fréquenter des écrivains, mais ce qui lui apprend surtout que Shakespeare est un ivrogne, et d'autres de même, et qui l'amène à une humiliation publique de la part d'un auteur reconnu, qu'il retrouvera lui aussi toujours vivant à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Et pendant ce temps-là, Orlando, lui, va garder son poème, Le Chêne, contre lui. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à approfondir sur l'espace habité, l'espace naturel et le paysage. Chez Virginia Woolf en particulier dans Orlando. Mais là, moi, je suis moins bonne pour approfondir ce point-là. Mais le fait que le poème s'appelle Le Chêne, et que le chêne est un arbre transséculaire, enfin, qui peut vivre plusieurs siècles, a bien sûr du sens. Et finalement, cette écriture, elle ne semble pas tellement marquée par les changements d'Orlando, mais bien plus par ses conditions matérielles de vie. Ainsi, quand elle est bohémienne, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'encre. Et donc ça arrive dans les marges, toutes petites. Et en même temps, ça va aussi se refléter chez la voix narrative. On y va. Chelle, mon chéri, reprit-elle, dis-moi. Et ils parlèrent ainsi pendant 2 heures, et plus peut-être sur le Cap Horn. Peut-être non, avec une grosse blague de cul d'avant. Et à quoi bon écrire ce qu'ils se dirent? Donc Chelle, c'est le nouvel amour absolu, l'âme sœur d'Orlando. Ils se connaissaient si bien qu'ils pouvaient dire n'importe quoi, ce qui revient à ne rien dire. Se confier de ces choses étonnamment stupides et prosaïques, comme une recette d'omelette ou l'adresse du meilleur bottier de Londres, qui n'ont aucun éclat quand on les rapporte, mais qui sont, dans l'original, d'une éblouissante beauté. Voici en effet que, grâce à la sage économie de la nature, notre esprit moderne peut presque se dispenser de langage. Les expressions les plus communes conviennent, puisqu'aucune expression ne convient. Ainsi, la conversation la plus ordinaire est souvent la plus poétique, et la plus poétique est précisément celle qu'on ne peut écrire. Nous allons donc laisser ici un large blanc pour indiquer qu'il y a trop à dire, et c'était même pas celle-là que je voulais. Mais celle-là, elle me plaisait beaucoup, là, pour cette espèce d'ironie. Non, c'était page 138 que je voulais. Là, j'étais page 172. Ah oui, puis là, après quelques jugements, en fait, à un moment, Orlando commence à fréquenter des prostituées pour discuter entre femmes. Et c'est assez étonnant, parce qu'Orlando se promène en homme, et donc, il répond à une invitation commerciale, et voit le changement de la prostituée, enfin, devine le jeu de fausse pudeur de la prostituée, et voit le masque complètement tomber quand le personnage révèle être une femme. C'est un moment très drôle. Et il finit par souvent discuter avec les prostituées, assez misandre. Et cela est de l'ordre de conversations secrètes et cachées, un peu comme dans une société secrète, dont j'avais parlé déjà en vidéo, et est suivi de tout un ensemble de citations d'hommes misogynes, disant que les femmes ne savent pas communiquer entre elles et ne savent pas échanger. Ouais, donc je finirai rapidement. Et si, comme chacun sait, Mr. T.R. l'a prouvé, incapable de toute affection pour des personnes de leur sexe, elles se détestent réciproquement, que peuvent bien faire les femmes lorsqu'elles se réunissent. Nouveau paragraphe. Mais ce n'est pas une question qui mérite l'attention d'un homme raisonnable.
nous autres biographes, qui partageons avec les historiens le privilège de n'avoir point de sexe, passons outre, et après avoir noté simplement qu'Orlando trouvait de grands charmes à la compagnie des femmes, laissons à ces messieurs le soin de prouver, comme ils aiment tant le faire, que c'est une chose impossible. Et donc après, on a à nouveau l'ombre, etc. Et là, en fait, c'est un moment qui va être très important et que l'on va retrouver thématisé, si l'on veut, illustré, représenté par la vie même d'Orlando, qui va finir par écrire. Et Orlando finit justement par écrire par un ensemble d'étapes non dites, mais qui vont donc, de l'ensemble de sa vie sur ces 4 siècles, qui sont donc aussi d'abord, et peut-être certainement à mon avis, une traversée littéraire, traversée évidemment des apparences, mais aussi des genres, pour arriver à quelque chose qui va être cette fameuse vérité. On se souvient des trompettes, mais une vérité qui se passe globalement dans la nature, et qui va être une authenticité pure dans l'oubli même du genre et du sexe. Parce que, là, c'est un vrai postulat de Virginia Woolf, le cerveau n'a pas de sexe. Les conditions sexistes vont mettre des obstacles dans les destinées féminines et conduire à des changements de point de vue. Mais ces changements de point de vue, dans un monde égalitaire et parfait, ne seraient que des changements de point de vue. Et finalement, cette traversée des genres est en même temps une traversée des siècles et des styles qui va mener au choc du présent, de la fin du récit. Parce qu'en fait, on peut voir tout le récit comme une espèce d'analepse complète. On se rappelle, l'analepse, c'est le retour en arrière. L'analepse totale, c'est celle qui va revenir au moment de l'énonciation et qui arrive en 1928, la date de rédaction et de publication du roman, avec un choc immense, qui n'est pas exactement le temps retrouvé qui va permettre l'écriture, mais finalement, qui est celui où l'écriture est finie, et qui permet quelque chose comme la vraie vie, et qui n'est ni ailleurs ni là, mais qui est les deux en même temps. Et c'est peut-être en ça, sur ce détournement, ce décadrage par le genre, que Woolf parle, à mon avis, le mieux de littérature. Et je vous dis à